Tout d'abord, je ne sais pas si vous voulez que je vous présente plus en détail le projet Into the Tribe sur cette recherche-action sur les communautés apprenantes. Oui, dites-moi Ouais. un peu plus. Donc le projet, c'est une exploration d'un an pour aller étudier comment on fait pour mieux apprendre ensemble pour cultiver une société écologique et sociale. Moi, la genèse du projet, c'est que moi, ça fait 4-5 ans que je suis assez engagé dans les différents mouvements écologiques et sociaux, notamment de jeunesse. Je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'initiatives qui reposaient sur les communautés. Sauf que ces communautés, ok, elles ont un énorme levier d'action. Pour moi, c'est un super outil. Malheureusement, pour ces initiatives, souvent ces communautés, elles durent 4 mois, 5 mois, 6 mois, puis après, elles s'essoufflent. L'une des raisons du fait qu'elles s'essoufflent, pour moi, c'est le fait qu'il n'y avait pas d'apprentissage au sein de ces communautés. Elles avaient un but commun, mais elles n'avaient pas ces dynamiques collectives apprenantes qui auraient pu, pour moi, permettre à ces collectifs, à ces communautés de plus perdurer dans le temps et donc d'avoir plus d'impact pour ces causes. Et donc, après, là, moi, je viens d'être diplômé d'une école d'ingénieur. Donc, à cette fin de mon diplôme, je me suis dit, comment je fais pour être le plus utile à l'écosystème. Je me suis dit, autant donner des outils à ces acteurs-là pour cultiver des communautés apprenantes qui leur permettraient de développer plus leur impact et donc d'avancer sur leur cause. C'est comme ça qu'est né le projet. Donc là, ça fait 1 an maintenant que je travaille avec les différents partenaires pour savoir en fait eux de quoi ils ont besoin, quels sont les outils, quelles sont les méthodes qu'ils utilisent et quels sont un peu les trous dans la raquette qu'il y a par rapport au fait aujourd'hui qu'ils cultivent des communautés mais ils ne savent pas trop comment faire et encore moins de mettre de l'apprentissage au sein de ces communautés. Là, pendant 1 an, je préparais le projet et en janvier 2023, je pars pendant 1 an immergé dans une grande diversité de communautés en France et en Europe pour justement aller analyser les dynamiques d'apprentissage de ces communautés. Et en gros, il y a 3 grands axes dans mon projet. Le premier, c'est explorer, justement à travers ces immersions, avec une méthodologie un peu ethnologique, même si je me sers d'outils académiques sans être un chercheur ou un académicien. Le deuxième axe, c'est essaimer, où là l'objectif c'est de créer un guide pratique pour les acteurs de la transition qui va concaténer l'ensemble des recherches avec des outils pratiques et activables pour ces acteurs de la transition. Et enfin, le dernier axe, c'est essaimer, c'est cultiver avec là un livre qui racontera plutôt le récit, moi, de mon expérience au sein de ces différentes communautés. Parce que ces communautés, elles sont assez diversifiées, elles sortent du champ de vision habituel de ces acteurs. Parce que je vais à la fois dans des communautés religieuses, dans des tribus ancestrales, dans des entreprises apprenantes. Et donc mon but, c'est d'aller voir ailleurs ce qui fonctionne pour ensuite le ramener au sein de la transition. Super, c'est génial, bravo. Et alors, qu'est-ce que vous attendez de notre échange là? Plusieurs choses. Déjà, avoir votre retour sur les communautés apprenantes un peu de manière globale. On peut avoir un historique parce que j'ai lu quelques-uns de vos articles et de vos écrits, de vos recherches. Donc je voulais un peu avoir ce point de vue global, ce retour, une vision un peu générale et historique peut-être des communautés apprenantes pour pas en fait recréer la roue parce que j'ai pas envie au bout d'1 an de dire ah mais en fait ce que je viens de faire ça existe déjà. J'ai envie de pouvoir contribuer comme je le peux à l'écosystème, à ce qui a déjà été fait. Et deuxième point, c'est aussi peut-être avoir, comme vous gravitez pas mal dans ce monde-là des communautés apprenantes, peut-être des inspirations ou des conseils sur comment au mieux étudier les communautés apprenantes. Alors pour répondre à la question, moi j'ai commencé, alors je suis Denis Christol, directeur de l'innovation et du développement de l'association Progrès du Management et chercheur en sciences de la formation. J'ai écrit une vingtaine de bouquins, dont un sur les communautés apprenantes, qui s'efforce de faire une sorte d'historique ou de repérage des pratiques. J'ai écrit ce bouquin après un voyage, un peu comme le vôtre d'ailleurs, où j'ai pris dans ma vie 6 semaines pour aller au Canada étudier les communautés là-bas. Et donc, en 6 semaines, j'ai été particulièrement bien accueilli. À chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dis, mais j'aime les Québécois pour toujours maintenant. Pourquoi j'ai été bien accueilli? Parce que je connaissais personne et j'étais accueilli justement comme si j'étais toujours là. Et donc c'est une capacité communautaire qu'ont les Québécois qui est exceptionnelle. Ce que j'ai pu
ramené en France en rentrant, c'est le bouquin que j'ai écrit, mais c'est surtout l'envie de partager ce que j'avais rencontré, ce que j'avais vécu. Et donc là, je me suis installé dans un café près de chez moi. J'habitais à Paris, près de la place Clichy. Et pendant 2 mois, je me suis installé tous les samedis dans le café, de 14 à 18h. Et j'ai fait savoir à tous les gens que je connaissais, plus ou moins sur les réseaux sociaux, venez me rencontrer, et, je partagerai mon voyage. Et là, j'ai vraiment été étonné parce que des gens sont venus, des gens que je ne connaissais pas, une trentaine sont venus. Et avec 2 d'entre eux, donc c'était 2 femmes, on a décidé de créer une communauté, qui était une communauté en ligne qui existe toujours, qui s'appelle Cercle Apprendre Ensemble. L'idée, c'était justement d'apprendre à apprendre ensemble. Donc c'était d'explorer collectivement comment on pouvait apprendre ensemble. La façon dont ça s'est monté, moi j'étais bac-15 en informatique, mais j'ai monté un site internet, et puis on a organisé des cercles d'apprentissage, et on a fait savoir sur les réseaux qu'on proposait de soutenir le développement de cercles d'apprentissage. Et il s'est créé 22 cercles d'apprentissage partout en francophonie, donc au Québec, en Suisse, en Belgique, en France, dans plein de villes. Et le concept était simple, c'est on se réunissait par groupe de 10-15, un facilitateur organisait les séances, et on avait proposé des questions pour chaque séance. Donc on a fait une sorte de programme sur le site en ligne, et donc c'était des programmes pour apprendre à apprendre ensemble, à faire communauté. Et il y avait des exercices pratiques proposés à vivre dans la rue ou dans son travail. Par exemple, aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas dans la rue et dialoguer avec, ou co-concevoir des choses. Donc ces communautés ont plutôt bien marché. Sur les 22, il y en a une douzaine qui sont allés au bout du processus d'apprentissage. Tout était gratuit, je précise, c'est important. Tout était gratuit, ça se faisait dans les locaux, dans un café, chez les uns, chez les autres, dans une université, dans un lieu de travail, selon les groupes. Et l'idée, c'était vraiment d'explorer cette dynamique-là de façon complètement libre. Donc c'était assez incroyable de voir comment ça prenait. Moi, c'est une période où ça m'a pris beaucoup de temps, parce que c'est entretenir le feu d'une communauté, c'est envoyer des newsletters, c'est inscrire des personnes, c'est accueillir des nouveaux, c'est former les facilitateurs à leur rôle, c'est régler les problèmes de troll quand on est en ligne. Donc c'était très prenant. Mais c'était exceptionnel comme processus. La communauté s'est conclue par un week-end d'écriture où on s'est retrouvés à une quinzaine pour écrire un ouvrage. Donc en un week-end, on a écrit l'ouvrage selon une méthode qu'on appelle Libératon ou Sprint Book. Libératon ou Sprint Book, c'est les 2 noms. Et là, c'est de l'écriture en intelligence collective. C'est tout le monde écrit, tout le monde tient le clavier et puis on tourne. C'est pas chacun qui écrit un paragraphe. Non, c'est vraiment de l'écriture. Tout le monde écrit sur tout. Donc la méthode est passionnante. Donc on a écrit ce bouquin en 2 jours. Après, il a fallu quand même une dizaine de journées de travail de back-office, de relecture, de correction, de compléments, etc. Et on l'a auto-édité. Et avec l'argent qu'on a gagné, ça a participé à un hackathon qu'on a fait pour célébrer notre communauté. Donc on a fait venir une centaine de personnes qui se sont déplacées des différents pays que je vous ai cités, d'un peu partout. Et on a envisagé le futur de notre communauté. Et à l'occasion, on a créé une association pour structurer. Et quand vous organisez un hackathon, vous avez des locaux, vous avez des gens, etc. Et donc il y avait la nécessité d'avoir une assurance, d'avoir ce type de choses. Donc on a créé une association qui existe toujours depuis 2015 et dont l'objectif est toujours d'apprendre à apprendre ensemble. Qui s'appelle Cercle APE. Cercle APE. Ah oui, d'accord. Voilà. Et du coup, l'idée là de ce mouvement, c'était vraiment de miser sur le fait que les gens aient envie d'apprendre les uns avec les autres, les uns des autres. Il n'y a pas d'argent dans l'association, il y en a très peu. Il n'y a pas de cotisation, par exemple. On a un bureau minuscule de 7-8 personnes. Et puis la cotisation, véritablement, c'est le temps des personnes qui viennent. Voilà, donc ça, c'est une expérience assez marquante
qui m'a beaucoup servi pour la transposer dans un univers professionnel où j'ai travaillé ensuite. Moi, je travaillais à cette époque au Centre national de la fonction publique territoriale et j'ai repris les leçons de cet apprentissage pour voir comment on peut développer des communautés à l'intérieur d'organisations. Là, c'est beaucoup plus dur parce que vous avez le directeur informatique qui vous dit que vous n'avez pas le droit de créer un site en ligne comme ça, qu'il faut que ça respecte la charte de communication. Vous avez... tout le monde vous tombe dessus pour vous dire ce que vous devez faire. Donc moins de liberté. Mais la flamme, elle existe toujours, c'est l'intérêt commun. L'envie commune, le désir de combler un manque. Et là, les communautés sur lesquelles j'ai travaillé sur une coopérative pédagogique, donc de partage de pratiques pédagogiques, et également sur une communauté d'innovateurs publics, où on travaillait à l'innovation publique collaborative. Voilà, ça c'est des exemples de communautés. Alors, ces communautés continuent à exister, continuent à vivre. Elles ont pris des formes un peu différentes. À un moment donné, vous pouvez avoir une forme d'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'on perd un peu le côté militant du départ et on structure, on organise, on pérennise les choses. Mais les moteurs sont les mêmes. Il y a au départ une question transcendante, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous dépasse tous. Ça, c'est vraiment un temps de vision, de rêve à plusieurs. Après ce temps de construction de la vision du rêve, qui peut prendre beaucoup de temps et qui passe par la construction d'un haut niveau de confiance entre les membres, vous avez des étapes, d'ateliers de construction d'une culture commune. Donc à l'occasion de cette construction de culture commune, vous apprenez à faire communauté, vous apprenez à savoir qui sont les autres, comment les égos s'ajustent les uns aux autres, qu'est-ce qu'on va en tirer pour soi, pour son organisation. Et là, ce qui est important, c'est qu'il y ait une autorité qui se mette en place. Une autorité, c'est l'augmentation du pouvoir d'agir des autres. L'autorité, elle réside dans la question principale et dans les méthodes qui se partagent. Le sentiment qu'à chaque fois qu'on se rencontre, il se produit quelque chose d'exceptionnel, qu'il se produit quelque chose d'unique. Donc chaque moment, c'est un moment à vivre et on essayait en tout cas à chaque fois d'en faire un moment irréversible de coopération créative. Un moment tellement fort qu'on se dit « Waouh, c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, c'est pas autre chose ». Et ça marche plutôt pas mal. Donc ça prend un temps considérable. Les managers et les dirigeants des organisations ne comprennent pas le temps qu'on passe à être en relation avec les autres pour créer la confiance. Mais c'est un vecteur important. Et puis vous avez à côté de cette logique de cheminement, des d'événements. Donc des grands événements fédérateurs où les communautés se réunissent, la communauté se réunit et elle se construit finalement son mythe, ses héros, ses réalisations. Elle échange, elle vit beaucoup de plaisir. À cette époque, dans l'équipe, il y avait un anthropologue, un docteur en anthropologie. Il avait vécu 5 ans avec les aborigènes australiens. Et on lui demandait, mais comment ça se fait que les aborigènes australiens qui ont été colonisés, qui ont subi tous les maléfices du colonisateur anglais, existent toujours en tant que communauté. Et il nous dit, c'est simple, une communauté, ça danse ensemble, ça rit ensemble, ça mange ensemble, ça chante ensemble, ça peint ensemble. Donc c'est les activités humaines les plus basiques, ce qu'on appelle la commensalité, le plaisir d'être les uns avec les autres. Et donc apporter de la commensalité dans les communautés, du plaisir de se retrouver, c'est un point qui est essentiel. Donc le numérique ne peut pas tout. C'est là ce que je veux dire, c'est que le numérique peut mettre en contact les gens à distance, mais à un moment donné, il faut se voir, il faut se toucher, il faut qu'il y ait ces temps-là. Donc ça, c'est des moments qui sont les événements avec des célébrations. Puis après, à un moment, vous avez ces temps de structuration, c'est-à-dire qu'une culture s'est mise en place, vous avez des personnes qui apportent au collectif, et des projets ambitieux qui se mettent en œuvre, des essaimages, et chacun peut ensuite prendre ce qu'il a vécu dans cette communauté,
dans son propre environnement, et puis enrichir la communauté de ce qui vit dans son propre environnement. Donc il y a des allers-retours, je dirais de la circulation d'énergie, d'idées, d'envie entre la communauté de départ et puis ce que je fais dans mon activité professionnelle. Tout ce que je vous décris, moi j'appelle ça des communautés restauratrices. Des communautés restauratrices de liens et de futur. C'est-à-dire des communautés qui ne visent pas le court terme, ne visent pas le résultat immédiat, mais s'intéressent au long terme, aux grandes causes humaines qui nous dépassent, alors qui peuvent être aujourd'hui écologiques, sociétales. Voilà. Et ça, c'est les grandes causes qui vont nous toucher, pas simplement en tant que travailleurs ou membre d'une association, mais en tant qu'être humain. Et ces communautés restauratrices, elles ont pour principe l'inclusion, c'est-à-dire que le nouvel arrivé dans la communauté, c'est le leader. C'est pas la personne qui doit faire ses preuves, c'est le leader. Ce que j'avais appris au Québec, vous voyez, c'est le dernier arrivé, c'est celui qui donne la température. Et si on ne réussit pas à ce qu'il prenne cette posture-là, bah, il va partir. Donc c'est tout le processus, c'est comment être très inclusif. Comment faire que celui qui a la marge soit au centre. Et comment les autres peuvent l'aider. Donc il y a un côté d'appui constant à construire. Une autre dimension forte des communautés restauratrices, c'est l'idée de ne pas casser ce qui a été créé par les autres avant. C'est-à-dire qu'il y a un respect de l'état de où on en est. Le projet il est bien avancé, pas bien avancé. Celui qui arrive, on lui demande de ne pas critiquer, mais de bonifier. Donc ça c'est très important parce que c'est un des principes aussi que j'ai observé, c'est que tout le monde n'a pas du temps à consacrer à du collectif. Il y a des moments de sa vie où on déménage, où on passe un examen, où il se passe plein de choses. Et donc il y a un principe d'entrée et sortie permanent. Et pour que le principe d'entrée et sortie permanent fonctionne, bah, il faut que celui qui est le nouvel arrivant, il vienne apporter sa pierre à l'édifice plutôt que de critiquer, ce qui n'est pas toujours évident dans la culture française. Un troisième principe, je dirais, qui est très fort, c'est le dialogue en intelligence collective. Et donc, c'est toutes les méthodes d'intelligence collective qui permettent de fonctionner les uns avec les autres. Donc, c'est d'apprendre les pratiques de facilitation en intelligence collective, d'écoute en profondeur, de haute qualité relationnelle dont je vous parlais. Donc, tous ces éléments-là, elles sont indispensables pour la vitalité des communautés. Donc il faut se former, il faut se professionnaliser pour travailler en facilitation. Voilà un petit peu quelques éléments clés. Et puis il y a aussi un principe qui est le principe du co. Donc le co est très important dans les collectivités. Il y a une nécessité toujours de faire du co-design, de la co-conception, de la co-formation, de la co-facilitation, jamais être seul. Et c'est se méfier du leader solitaire qui a les réponses pour tout le monde. C'est vraiment toujours être les uns avec les autres. Et quand il y en a un qui est fatigué ou qui a un jugement moins bon, c'est important qu'un autre vienne l'aider. Voilà, bon, je vous ai décrit un petit peu 2 exemples de communautés et puis des exemples de fonctionnement. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Si, complètement. J'avais plusieurs questions là par rapport à ce que vous venez de dire, notamment sur on dit d'apprendre la facilitation, d'apprendre la manière de collaborer. Comment ça se passe notamment pour les communautés restauratrices les personnes qui se rassemblent, elles le sont pour un but commun, qui est souvent la défense d'une cause, et pas forcément de faire communauté. Donc comment on arrive à mettre ces outils au sein de personnes qui ne sont peut-être pas intéressées par cette notion-là? Alors ça c'est une vraie bonne question. Ça va dépendre de l'environnement dans lequel vous agissez, vous intervenez. Il y a des choses très différentes entre le monde de l'entreprise, le monde de l'association et le monde des citoyens. Quand vous commencez, dans le monde de l'entreprise, le fait d'avoir des formations est assez bien admis. C'est-à-dire que les gens ils vont pouvoir utiliser des formations à la facilitation, au co-design, à la créativité en groupe. Ils vont pouvoir le réutiliser dans leur milieu professionnel, ils voient l'usage. Ouais. Dans l'association,
ils le voient aussi. Parfois c'est un petit peu plus difficile parce que ce qui les émeut, c'est plutôt le côté militant, le côté très engagé. Donc parfois ils peuvent prendre ça comme une perte de temps. Et dans le monde citoyen, c'est encore plus difficile parce que quand les personnes voient que d'autres essayent de structurer et d'organiser, ils peuvent avoir l'impression qu'on prend le pouvoir sur eux et que c'est comme si c'était de la politique qui se mettait en place et juste ça nécessite de, comment dirais-je, d'avoir un choix de méthode peut-être plus rudimentaire, moins sophistiqué que les méthodes qu'on va trouver dans les premiers registres. Sur le domaine professionnel, les gens ils vont comprendre, ils vont développer des pratiques de facilitation, etc. Dans le monde associatif, l'apprentissage se fera peut-être plus par modélisation. C'est-à-dire que les membres des associations vont observer comment vous menez une réunion, comment vous menez une rencontre, et ils vont pouvoir se saisir par observation de vos pratiques, de vos comportements, des choses qui leur semblent efficientes, et ils vont dire tiens, ça c'est vraiment intéressant. Dans le monde citoyen, il y a une inversion à opérer, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire on va utiliser des pratiques pour prendre la parole, les gens y parlent, point. Et vous êtes un parmi les autres, vous n'avez pas de légitimité de chef, d'initiateur, de quoi que ce soit. Donc là, il y a de la patience à avoir, beaucoup de patience, et ça passe plutôt par de l'engagement. L'engagement qui est aussi modélisant. Vous regarderez les travaux d'Albert Bandura, la théorie sociale de l'apprentissage. On apprend par imitation, donc ça nécessite peut-être plus de pugnacité dans cet environnement citoyen. Donc quelque chose de plus rudimentaire, de plus accessible, de moins, pas de langage technocratique ou de langage de psychosociaux. Ça vous fait être jeté en moins de deux si vous abordez ça comme ça avec des citoyens. Génial, merci beaucoup. Et là, vous venez de mentionner Albert Bandura. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça références vraiment à connaître là où moi je vais partir pendant un an étudier les communautés apprenantes? Quels sont pour vous soit les ouvrages sur les communautés apprenantes, soit ce qui gravite autour, qui pourrait m'aider à mieux analyser ces dynamiques d'apprentissage? Alors là, vous posez la question à un chercheur, donc vous prenez des risques. Je vais vous donner 50 000 références. Je vais vous donner quelques références moi, qui m'ont beaucoup marqué. Donc Albert Bandura sur la théorie sociale de l'apprentissage. Après, moi j'aime beaucoup John Dewey, qui est un philosophe pragmatiste américain, et qui met, et ça peut vous intéresser, qui met l'enquête au cœur du processus d'apprentissage. Dewey s'intéresse à l'apprentissage par l'enquête, c'est-à-dire la recherche, la confrontation directe de l'individu qui se pose des questions et qui va mener son enquête. Dans un ouvrage qu'il appelle Démocratie et éducation, il montre que les formes d'apprentissage sont directement corrélées aux formes démocratiques. Et donc il y a un lien entre la façon dont on apprend, on enseigne, et la façon dont nos démocraties se mettent en place. C'est de façon un peu schématique. Si vous êtes dans un système dictatorial avec un enseignement dirigé, vous allez avoir une société de cette nature. Si vous êtes dans une société plus démocratique, de travail en groupe, un petit peu comme dans les pays du nord de l'Europe, on a les chances d'avoir des formes démocratiques dans nos modes de gouvernement. Ça a été très bien montré par Alice Miller, qui a étudié le nazisme, dans un bouquin qui s'appelle « C'est pour ton bien », où il montre que les formes éducatives de l'Allemagne nazie ont produit le nazisme quelque part. C'est pas simplement un fou furieux Hitler, c'est tout un système qui était en cause. Voilà, donc Alice Miller, John Dewey. Bien entendu, moi je suis un élève de Philippe Carré, qui a écrit un bouquin sur l'apprenance. Et l'apprenance, ce qui est intéressant, c'est le désir d'apprendre. Donc c'est un modèle alternatif à la formation d'une certaine façon, qui est en extériorité de l'individu. L'apprenance part du désir d'apprendre, du pouvoir, du savoir et du vouloir apprendre. C'est Philippe Carré. Qu'est-ce que je pourrais vous citer encore ? Je travaille beaucoup avec les idées de Carl Rogers, notamment un ouvrage qui s'appelle Les groupes de rencontres ou Liberté pour apprendre. Et lui, il met en évidence toute l'importance
des marges de manœuvre que doivent avoir les individus pour s'engager dans des situations d'apprentissage. Donc la liberté pour apprendre, elle est fondamentale pour qu'un individu puisse user de son pouvoir de soumission librement consenti à un groupe. Vous voyez, on peut consentir une part de sa liberté à un groupe si on a le sentiment d'avoir la liberté pour apprendre. Alors que si on est embrigadé et que le chef de l'association ou de l'entreprise nous dit tu vas faire ci ou tu vas faire ça, il aura notre temps, mais il n'aura pas notre âme, notre moelle, notre désir profond. Donc ça, c'est liberté pour apprendre, c'est très important. Et après, j'aime beaucoup un autre ouvrage de pédagogie qui est très amusant à lire, qui est Le Maître ignorant de Jacques Rancière. Et Jacques Rancière, ce qui nous indique, c'est que finalement, le savoir est dans l'individu lui-même, il n'est pas dans le maître. Et comment dirais-je, dans son rapport à la médiation, au savoir, il laisse les apprenants faire, il les questionne. Donc il y a une visée d'une pédagogie non directive très très forte. Voilà rapidement, moi c'est mes principales références. Si vous voulez ensuite une bibliographie complète sur les communautés d'apprentissage, vous regardez mon bouquin Les communautés d'apprentissage, et là vous avez 300 références de bouquins avec des références techniques plus précises sous tous les angles possibles, parce que les communautés, c'est des sentiments d'appartenance, c'est des identités, c'est de la cohésion, c'est du leadership distribué. C'est des conflits, c'est du numérique, c'est de la prise d'initiative, c'est de la conduite de projet. Vous voyez, il y a énormément de dimensions possibles. Donc, et puis après, il y a plein de niveaux possibles. La communauté, elle peut être communauté nationale, communauté à l'échelle d'une école ou d'une organisation, et communauté à l'échelle d'un petit groupe. Vous voyez, ce qui définit véritablement la communauté, c'est le sentiment d'appartenance. C'est vraiment le cœur. Est-ce que j'ai un sentiment d'appartenance? Donc, parfois d'ailleurs c'est amusant parce que je fais une petite digression, mais vous avez des gens qui disent on va créer des communautés. En fait, on ne crée pas des communautés. C'est les gens qui, parce qu'ils se sentent bien dans la communauté, disent je fais partie de cette communauté. Vous voyez, il n'y a pas de créateur de communauté. On peut que aider à ce que des désirs individuels se coalisent pour obtenir un but particulier, mais on ne crée pas la communauté. Ce sont les actions, les difficultés, les points de contact avec le réel qui font qu'à un moment donné, les individus vont développer des savoirs d'action collective et vont faire communauté. Ils vont dire ah bah voilà, là on est plus fort ensemble. Okay. On ne crée pas une communauté, mais il y a un moment il faut. Parce que dans le processus de communauté, on disait qu'il y avait un moment pas d'institutionnalisation, mais où il va falloir mettre les outils, construire le cadre, etc. Donc ça, à quel point aujourd'hui on a les connaissances de quels sont les bons outils, les bonnes méthodes de ce qu'il faut faire pour cadrer cette communauté. Alors, il y a plein d'auteurs qui s'efforcent à essayer de créer des communautés, même si on ne peut pas le faire. Moi pareil. Mais c'est un peu une utopie, vous voyez. Si je reviens aux fondamentaux, vous avez un chercheur allemand qui s'appelle Tönnies, qui décrit la différence entre les communautés et les sociétés. Dans l'idée de communauté de Tönnies, c'est la communauté villageoise. Vous arrivez dans un groupe humain déjà constitué, et ce que nous dit Tönnies, c'est que vous avez votre place. Vous serez le fils du forgeron, vous serez l'agriculteur succédant à son père, etc. Donc la communauté, elle est déjà là. Elle contient des valeurs, des rythmes, des dynamiques particulières. Donc c'est des liens qui sont un peu subis. Vous prenez votre place dans la communauté. Et ce que montrent les évolutions récentes, c'est depuis le XVIIIe siècle, il y a une montée de l'individualisme, c'est-à-dire le sentiment d'être soi qui augmente et la recherche de liens choisis, de liens électifs. C'est ce qu'on appelle les sociétés. Et donc le passage de communauté à société, de façon un peu macro, fait que l'individu, il cherche à reconstruire finalement quelque chose qu'il a perdu à travers cette logique de communauté. Donc
il a dans son mental une double affiliation communautaire et sociétaire. Et je dirais même maintenant, avec les réseaux, il y a une logique réticulaire qui se met en place. C'est-à-dire que vous naviguez entre des communautés, donc des lieux, des marqueurs d'identité très très forts, où vous êtes né, dans quel métier vous êtes apparu, etc. Des liens que vous avez choisis. Vous vivez à Lille, vous avez construit votre vie à Lille, vous bâtissez vos amitiés où vous voulez, pas forcément avec votre voisin de palier d'ailleurs. Et puis vous avez des liens faibles qui s'opèrent par réseau, qui sont très nombreux, mais tout petits, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des contacts très intenses, mais il y en a beaucoup. Donc c'est 3 façons de faire lien avec les autres, communautaire, sociétaire, réticulaire. Et vous avez des savoirs qui se développent et des rapports au savoir qui se développent différemment dans ces 3 espaces. Donc on voit bien que reconstruire du communautaire, c'est un investissement considérable, puisque nos engagements sont multiples et qu'on n'est pas un individu unifié, univoque. Non, on est très morcelé et on gravite dans tous ces rapports sociaux en fonction de nos intérêts, de nos sphères privées ou professionnelles, ou voire même de nos besoins, d'où on a envie d'aller. Donc c'est assez fragile. Donc dire on va créer une communauté est difficile. Donc quand vous parliez du moment d'institutionnalisation, en fait c'est souvent un moment où on passe à une autre logique qu'une démarche communautaire. Le sentiment d'appartenance est un peu différent. Il est un petit peu plus construit. J'ai bien compris l'aspect sociétaire, communautaire, mais est-ce que vous pouvez préciser l'aspect réticulaire ? L'aspect réticulaire, en fait, on a, avec l'informatique, on est passé d'une logique d'outils informatiques à une logique de contexte informatique. Donc l'informatique, elle est pervasive. Ça veut dire que comme l'eau, elle est partout. Et donc, vous avez une nouvelle façon de faire lien. C'est tous les interstices dans lesquels se nichent des contacts. Donc le réticulaire, c'est tous les réseaux sociaux et tous les échanges que vous avez qui semblent infimes, mais qui en réalité occupent une partie importante de nos esprits. Actuellement, un occidental, c'est 3 heures sur son téléphone portable, et si on rajoute pour les usages professionnels au boulot, c'est considérable. Donc là, on a une source de liens sociaux qui est extrêmement forte. Donc c'est une démultiplication de petites touches, de petits contacts qui transforment aussi notre vision du monde et notre manière de faire lien, qui nous fait nous sentir avec les autres. Voilà, cette façon réticulaire, elle n'est pas liée à la place qu'on a, elle n'est pas liée à ce qu'on a envie d'établir comme lien, comme une logique sociétaire, le contrat social dans lequel on a envie d'être, mais elle est plutôt liée à des flux dynamiques et continus de liens sociaux, en ligne, fugaces, qui se créent, qui se défont, qui se recréent à nouveau. Super, merci. Et maintenant, plus sur la méthode de recherche. Selon vous, par quelle focale on peut aller observer, étudier des communautés apprenantes Alors, moi, je peux vous partager comment je suis allé au Québec, puisque je suis allé au Québec pour justement étudier les communautés d'apprentissage. Et à cette époque-là, je voulais étudier les communautés d'apprentissage en ligne. C'était je me dis, ils sont forts les Québécois, je vais aller regarder ça. Et je connaissais personne là-bas. Et donc j'y suis allé, j'avais même pas beaucoup de questions dans ma tête. C'était juste, comment ça se passe, ma question ? Comment ça fonctionne ? Et je ne sais pas comment ça s'est fait, mais dans ma tête, je me suis mis un peu dans la posture du oui inconditionnel. C'est-à-dire, je vais dire oui inconditionnellement à tout ce qui va m'arriver. D'accord. Un peu comme dans le film Yes Man, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Bon, alors je ne suis pas allé jusque-là, mais l'idée c'était ça. Et alors du coup, j'allais voir des gens, et puis je les écoutais, et je leur demandais s'ils avaient des suggestions à me faire. Et s'ils avaient une suggestion, je les suivais. Je disais, ok, j'y vais. Et de cette façon-là, j'ai rencontré plus d'une 50aine de boîtes, de personnes, de gens. C'était incroyable, quoi. C'était vraiment incroyable. Et il me disait, tu devrais aller voir machin. Et je téléphonais à machin, je dis, un tel me dit de venir vous voir, est-ce que vous êtes d'accord ?
Pourquoi vous voulez me voir? Parce que je fais une enquête, j'essaye d'écouter, d'observer. Et cette simple posture d'humilité, de questionnement, je pense, m'a aidé. Voilà, j'avais rien à vendre, j'avais juste de la curiosité à proposer et des questions. Et au fur et à mesure de l'enquête, mes questions peut-être étaient plus précises ou plus intéressantes. Voilà. Puis je me suis aperçu au fur et à mesure de l'enquête que quand je méditais avant un entretien, juste avant un entretien, j'arrivais avec un état d'esprit très paisible, très ouvert à la rencontre. C'était juste génial, quoi. J'étais complètement ouvert à ce qui m'était offert. Et voilà, et de l'un à l'autre, j'ai rencontré plein de gens. J'ai même fait des conférences. Des gens trouvaient que mes questions étaient intéressantes, sûrement. Ils m'ont dit, mais ce serait bien si vous veniez faire une conférence à la banque. Alors, donc je suis allé faire 2 conférences à la Banque des Jardins. Alors tout ça a été gratuit. J'étais invité 2 fois en week-end, plus d'une vingtaine de fois à déjeuner et dîner. Il y avait vraiment une curiosité réciproque vous voyez, il y a un truc qui, dans l'apprenance, c'est vraiment, j'ai pu le vérifier, c'est la curiosité appelle la curiosité, l'enquête appelle l'enquête. Oui, il y avait quelque chose d'assez stimulant dans cette découverte réciproque et mutuelle. Et bon, c'est peut-être lié aux Québécois qui sont particuliers, ou alors à ceux que j'ai rencontrés. Je ne sais pas s'il faut généraliser, mais moi j'ai vécu ça comme ça. Et cette ouverture-là, elle se sent. Vous voyez, il y a une forme d'ontologie, un ancrage, où les gens ils sentent ce que vous êtes en train de faire et ils vous ouvrent les portes. Exactement comme j'ai fait en vous ouvrant les portes, alors que je suis fatigué, qu'il est 8h du matin et que j'aurais plutôt dormi avec ma compagne. Mais je me dis, tiens, c'est une démarche qui me plaît et puis qui me parle, et donc j'ai envie d'être présent avec vous. Et ça, je pense que ça se sent par votre mental. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans les communautés aussi. Je trouve que les leaders de communautés ou ceux qui ont des envies, s'ils ont cette espèce d'envie désintéressée, ça se sent, les autres le sentent. Je pense que c'est un des motifs qui fait, quand je vous ai dit qu'on avait monté 22 petits groupes comme ça et que ça avait rassemblé plus de 800 personnes, moi je ne les connaissais pas personnellement, les 800, mais je pense qu'ils ont senti qu'il y avait une intention qui collait à leur état d'esprit, et ils se sont dit, nous on veut aller plus loin, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc ils sont venus. Donc vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui force un peu le destin ou qui se met en route parce que c'est vraiment c'est intègre, ça vise le bien commun, c'est en cohérence avec ce que vous cherchez. Donc je pense que ça va marcher tout seul. Ça marche. Pour vous, il n'y a pas forcément de protocole de recherche à mettre en place. Est-ce qu'une démarche basée sur la curiosité et peut-être un contexte derrière académique, mais sans avoir un protocole précis, peut fonctionner et peut amener à des résultats qui soient pertinents? Alors, bon, moi, quand je suis parti là-bas, j'avais déjà un doctorat en poche, donc j'avais des pratiques de recherche. Donc, j'ai déjà, avant de partir, lu, je sais pas, 300-400 bouquins, articles. Enfin, j'ai vraiment documenté mon voyage pendant 6 mois avant d'y aller. J'ai vraiment fait de la recherche pour m'imprégner de mon sujet. Donc, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et après, dans mon protocole de chercheur, je m'appuie beaucoup sur ce qu'on appelle grounded theory, la théorie ancrée, qui consiste à aller au-devant des situations, des personnes, des faits, de capter leurs récits et d'élaborer progressivement des hypothèses ou des idées. Vous voyez, chaque soir, alors j'étais en hiver, il faisait super froid, moins 30 degrés, je me suis bien caillé. Mais le soir à 4h, il faisait nuit, donc je rentrais dans le studio que j'avais loué et je bossais 2-3 heures à travailler sur ce que j'avais vécu dans la journée. Ce qui fait que j'étais vraiment pleinement dans mon sujet. Vous voyez, je prenais des rendez-vous avec les gens qu'on m'avait indiqués. Les Québécois que j'avais étaient super disponibles, donc ça m'a beaucoup surpris parce qu'en France c'est parfois plus difficile. Et j'allais les rencontrer, je prenais beaucoup de notes. Le soir, je mettais mes notes au propre et j'élaborais des hypothèses. Et le lendemain, je repartais avec mes hypothèses et je les glissais un peu dans mes nouvelles questions. Et donc, c'est ça la théorie ancrée. C'est-à-dire que vous ne partez pas d'une hypothèse a priori, vous avez une intention un peu large, un peu générique, et progressivement, vous avancez dans votre réflexion
Et puis vous y intégrez des nouvelles idées et vous les testez avec les gens. Et ça devient finalement de plus en plus éclairant, de plus en plus fort ce qui sort. Et vos questions sont de plus en plus puissantes et de plus en plus essentielles. Et ça convainc de plus en plus de monde. Voilà, donc ça c'est théorie ancrée. Et après, il y a, vous voyez, il y a cette alternance entre passage par le terrain, modélisation, conceptualisation, repassage par le terrain. Il y a deux brins quelque part, de terrain et de conceptualisation qui opèrent pour construire quelque chose qui a du sens, qui prend sens. Et ça, concrètement, vous faites immersion, puis avec les questions, etc. Puis ensuite une phase où vous n'avez que de la modélisation, ou est-ce que c'est quand même un travail continu où dans la même journée, vous pouvez faire de la modélisation, des immersions? Alors, moi, je faisais ça tous les jours. C'est-à-dire que, comme je disais, à 4 heures au mois de février au Canada, enfin à Montréal, j'étais à Montréal, il faisait nuit, quoi. Donc, je modélisais à chaud mes entretiens. Voilà, parfois, je faisais même des dessins ou des schémas quand je rencontrais pour garder des éléments d'ambiance ou des photos. J'ai fait pas mal de photos pour documenter mon voyage. L'objectif était de garder des traces et de les faire parler. Et parfois, vous avez dans une image, un dessin, des signifiants différents qui sont aidants pour vous déclencher l'imagination, une forme d'imagination scientifique quelque part où ça vous donne des idées de questions à poser ou de contexte à investiguer. Ouais, c'est ça la méthode que j'ai utilisée. Et puis après, quand je suis rentré en France, j'ai finalisé le bouquin, quoi. J'ai tout mis en ordre et c'était assez clair, quoi. C'était super rapide à écrire. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites sur les communautés apprenantes. Selon vous, comment vous voyez l'approche que j'ai, en quoi elle peut nourrir ce qui est déjà fait, si elle peut nourrir? Déjà, elle va vous nourrir vous-même, et donc ça c'est super parce que vous allez faire un voyage personnel et puis probablement un voyage que vous allez partager avec d'autres. Donc ça c'est super intéressant. Il se dit beaucoup de choses sur les communautés apprenantes. Il y a plein de salons, de machins, de trucs où on va parler de ça. Mais de les vivre vraiment, c'est une autre affaire. Et puis, c'est toujours un combat ou un engagement, parce que ça ne marche pas si facilement. Il y a de l'érosion, il y a de la perte. Donc le faire vivre à d'autres aussi. Moi, c'est ce que j'ai eu envie de faire quand je suis rentré du Québec, où j'avais vécu ça, c'est de le faire vivre à d'autres. C'est aussi une façon d'ancrer son expertise et son savoir-faire. Donc je pense qu'il n'y a pas assez de praticiens actuellement en France. Il n'y en a pas tant que ça qui ont cette visée-là. Il y a probablement un chantier à construire. Moi, j'appellerais ça de l'ingénierie communautaire, d'une certaine façon, qui nécessite de plus de formalisation, plus de méthodes, plus de soutien aux leaders ou aux initiateurs de communautés, même si j'aime pas trop ces termes. Mais voilà, pour les aider à mieux fonctionner, à mieux avancer, à explorer. Il y a plein de choses à explorer. Donc ça apportera. Il n'y a pas assez, je trouve. C'est très faible. On a encore des représentations très traditionnelles des dynamiques de groupe en formation ou dans le champ social. Aujourd'hui, parce que moi je baigne plutôt dans le monde associatif ou de l'économie sociale et solidaire, qui sont quand même assez liés, mais dans le monde de l'entreprise plus classique, aujourd'hui on parle des communautés apprenantes, c'est des vrais sujets pour eux? Ah oui, c'est des sujets. Alors ils en parlent et puis en même temps ils voient bien que ça ne marche pas bien. Souvent ils parlent ils créent un espace en ligne et alors ils appellent ça knowledge manager ou il y a plein d'expressions possibles. Et ils créent des espaces en ligne et puis ils disent aux gens allez-y, maintenant vous faites communauté. Mais c'est une injonction à l'intérêt commun et ça ne fonctionne pas bien. Donc il y a énormément de réflexions dans le monde académique ou dans le monde entrepreneurial pour faire des communautés avec ses clients, avec ses formateurs, avec ses commerciaux, etc.
selon les directions, pour créer ces dynamiques communautaires et créer de l'entraide, quoi. En fait, tout le monde a en tête seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais pour le mettre en place, pour de vrai, c'est un petit peu compliqué parce que l'essence de la communauté, c'est le désir d'être avec les autres et de l'altérité et de l'empathie. Et l'essence de l'entreprise, c'est le profit et c'est de gagner de l'argent. Et c'est pas toujours si facilement compatible, quoi, hein. Donc, dès que vous avez un manager qui commence à s'intéresser, à s'ingérer dans le process, ça peut être un peu antinomique avec le désir individuel de résoudre ses problèmes par soi-même. Alors vous avez des chercheurs, donc ça c'est indispensable à lire, c'est Lave et Wenger qui ont développé quelque chose autour des communautés d'intérêt. Et bon, eux ont beaucoup réfléchi à ça dans le monde de l'entreprise. Ouais. J'ai lu ça. Le fait de mettre cet éclairage-là, ça m'éclaire beaucoup parce que, en effet, je trouvais que c'est beaucoup plus facile de faire des communautés dans l'associatif, dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, parce que en fait, les gens sont souvent regroupés pas pour le profit, mais parce qu'ils croient en cette cause. Donc en fait, son sentiment d'appartenance, il est déjà là, alors que dans une entreprise, justement, il faut le recréer. C'est bien ça le... Oui, alors on ne crée pas, c'est ça le truc, c'est qu'on ne crée pas du sentiment d'appartenance. C'est un sentiment, et comme tout sentiment, c'est une intériorité. Donc c'est chaque individu qui va développer son propre sentiment d'appartenance. Donc ça, vous ne pouvez pas le forcer. Vous pouvez vous efforcer de créer une culture coopérative, ce que j'ai vu par exemple à la Banque des Jardins au Québec, hein, où tout acte managérial et pédagogique doit être un acte coopératif. Donc ça favorise la création d'une culture communautaire. Mais vous ne pouvez pas forcer le trait, quoi. Vous pouvez créer des contextes qui vont inciter les personnes à apprendre les uns des autres. Vous ne pouvez pas le forcer. On est dans les 5 dernières minutes. C'est passionnant, mais j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ou des points où vous avez envie de... Je pense que la dernière question pour ces 5 dernières minutes, pour moi, ce serait un peu les grands conseils, vous qui avez fait un voyage et qui avez un peu ce recul aussi, tant en termes de recherche que j'ai l'impression aussi en termes peut-être d'exploration personnelle. Quels sont vos grands conseils là pour moi cette année, pour à la fois explorer le sujet et le rendre utile ensuite à mon retour? Déjà, le premier grand conseil, c'est d'aller au bout de votre démarche parce que c'est une démarche ambitieuse, passionnante, très enrichissante. Pour ma part, ça a transformé ma vie, donc vraiment en profondeur. Donc je crois que c'est vraiment un voyage à mener. Peut-être, si vous avez besoin de conseils méthodologiques, de regarder ce que Otto Scharmer appelle « Learning Journey ». Otto Scharmer est un chercheur du MIT et il a une fiche méthodologique « Learning Journey » qui est assez éclairante sur une façon d'appréhender un voyage apprenant. Donc c'est en anglais et les Canadiens ont dû le traduire en français. Et ça se trouve assez facilement. Voilà, donc de vous imprégner d'une posture, je pense que c'est la bonne chose. Après, de savourer chaque moment et de se dire que chaque rencontre est un moment exceptionnel et unique. C'est-à-dire... vous voyez, par exemple, moi j'ai souvenir d'avoir rencontré une femme au Québec. Je vais la voir un vendredi soir, me dit bon, j'ai 20 minutes pour t'accueillir, mais pas plus. Et on est sorti de chez elle, il était 11h30 du soir, quoi. Et donc, je lui posais des questions et elle me répondait. Et plus je lui posais des questions, plus elle me répondait. Et ça ne pouvait pas finir. Et donc, il y avait une volonté de partage qui était très forte de la part de cette femme, avec laquelle je suis resté toujours en contact depuis cette époque. Mais donc savourer chaque moment, prendre en considération l'interlocuteur comme c'est une personne unique, importante, qui a des choses à dire puisqu'il accorde du temps. Profiter de réfléchir sur soi, ce que ça peut apporter, écrire, conceptualiser, laisser venir les conseils, les idées. Être curieux, voilà, je sais pas si ça vous va comme ça. Ouais, merci beaucoup. Très bien. Super riche. Bon, bah merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement. C'était et là toutes les
référence que vous m'avez